Bonjour, ici Laurent du Journal Tardif des Chiefs de Kansas City. Vous écoutez le podcast sportlucide.com. Yes! Salut tout le monde, bienvenue à un nouveau podcast de Sport Lucide, édition Fantasy. Enfin du Fantasy, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu en parler. Et là, le draft y est derrière nous, donc on va faire une édition Fantasy Dynasty. Donc, on va vraiment parler des recrues qui viennent de rentrer dans la NFL, mais à long terme pour la Dynasty. Donc, pas seulement pour la saison 2020, qui va avoir lieu, je l'espère, mais pour les 4, 5, 6 prochaines saisons donc, qui viennent devant nous. Donc, évidemment, quand on dit Fantasy, il y a Yohan qui est en compagnie de moi. Comment ça va, Yohan? Oh, ça va bien. Yes. 2020, c'est parti. Et étant donné qu'on parle bien sûr que des recrues, ça me prenait quelqu'un du podcast NCAA qui connaît bien son affaire. Fait que j'avais pensé à parler à Pascal, mais fait que Dion est avec nous autres. Comment ça va, Dion? Salut les boys, super content d'être là. Je n'ai pas de dynastie, mais je vais essayer de vous donner les meilleurs conseils possibles que je peux. Ben justement, le mix des trois va faire que Dion va nous parler un peu du joueur en tant que tel, comment il pourrait performer au prochain niveau, c'est quoi son style de jeu et tout. Il en a déjà parlé plein de fois dans les podcasts NCAA, mais si jamais vous ne les avez pas encore écoutés, je vous les conseille fortement, premièrement. Puis, il va nous en parler ici en Fantasy. Et, Yohan, ton rôle va être un peu plus leur fit dans leur nouvelle équipe. En fait, c'est quoi leur place dans l'équipe? Parce qu'il y avait de la place pour eux ou s'ils arrivent derrière un Aaron Rodgers, donc ça ne sert à rien, quelque chose comme ça. Puis, moi, on ne sait pas encore à quoi je vais servir. Fair enough. T'es l'arbitre. Ouais, je suis l'arbitre. Fait que la manière qu'on va fonctionner, on va essayer de se créer un genre de ranking si on était dans un dynastie, pas un start-up. Ça veut dire que tu as déjà ton équipe de fait, tu fais juste drafter des recrues cette année pour ajouter à ton équipe. Puis étant donné qu'on veut parler à tout le monde, on n'a pas de need prédéterminé. Donc, on ne va pas y aller, moi j'ai besoin d'un QB, fait que je prends un QB en partant. Non. On y va, toutes positions confondues, et on s'est parlé pour y aller en un seul corps arrière. On sait que souvent le Superflex est très populaire en dynastie, mais on y va un seul corps arrière, puis standard, 3 receveurs, 2 porteurs, un tight end, un flex. Et on est allé un peu en standard. Donc, pas FPPR. Simplement parce que dans les dynasties dans lesquelles on est, moi et Yohan, on est en standard. Puis, c'est tout le temps plus fun de parler de nos trucs à nous que des trucs qu'on connaît pas. Donc, pour commencer la discussion, j'ai demandé le top 25. J'ai fait mon top 25. J'ai demandé le top 25 à Yohan, à Brochu, à Alex et à Pascal pour faire un consensus. Fait que là, une fois que j'ai reçu le top 25 à tout le monde, j'ai laissé de côté celui de Pascal. Puis j'ai fait un consensus. Oh yes! Pas correct. Ça valait pas la peine, hein? C'était tout croche. Puis, donc, consensus numéro 1, je pense qu'il est dans un tiers à part. Clyde Edwards-Helaire, porteur de ballon des Chiefs de Kansas City, le seul porteur de ballon drafté en première ronde cette année. Tout le monde parle de lui comme quelqu'un qui est capable d'attraper des ballons en sortant du champ arrière et qui serait un fit parfait pour Andy Reid. Donc, Dion, je vais te lancer la parole en premier. Est-ce que c'est un porteur qui fait que... Est-ce que c'est un scatback? Non, pas uniquement. Je pense que c'était un peu une surprise que ce gars-là sorte premier running back, là, mais il y avait plusieurs possibilités. Mais ce gars-là, il peut vraiment faire tout. C'est sûr que c'est pas un gros gars. C'est un gars de 5 et 8 à peu près, mais il court beaucoup plus gros qu'il l'est. Il est très solide. C'est comme un Darren Sproles un peu plus gros. Mais comme tu as dit, il a des capacités d'attraper le ballon. Il faisait beaucoup dans l'offensive de LSU. Donc, pour l'offense des Chiefs, je pense que c'est bon. Puis, il est capable de bloquer aussi. Donc, c'est un gars qui peut tout faire, même s'il est un peu moins gros. Fait que je pense que les Chiefs étaient bien contents de l'avoir. Puis, ils voulaient pas... C'est clairement lui qui l'intéressait plus. Il voulait pas attendre la deuxième ronde pour en prendre un. Fait que ça démontre quand même l'amour qu'il avait pour ce gars-là. Là. Même qu'on a entendu Andy Reid dire qu'il était comparé à Brian Westbrook et qu'il était probablement même meilleur.
C'est d'accord avec ça? Bah, c'est une grosse comparaison quand même, mais c'est le même style. Je vois la comparaison, je pense que c'est une comparaison qui fait du sens. Est-ce qu'il va être aussi bon que lui? Je sais pas. Westbrook, en tant que fan des Eagles, ça a été un de mes joueurs préférés, puis c'était vraiment un gars qui était capable de tout faire, puis qui a duré dans la ligue très longtemps, très productif. Fait que c'est sûr, ça met de la pression sur un gars pas mal de dire que t'es Brian Westbrook, mais il y a tous les skills pour devenir Brian Westbrook. Fait que, ouais, c'est correct. Andy Reid aussi a coaché un certain LeSean McCoy qui pouvait peut-être être un peu dans la même veine. Donc, tu sais, ça pourrait être le troisième d'un gros trio productif sous le règne de Andy Reid. Donc, Yohan, est-ce que tu aurais vu un meilleur fit pour Clyde Edwards-Helaire que les Chiefs de Kansas City? Moi, je te dirais que c'est pas un running back que j'avais vu, justement, comme Alex a dit, sortir en première ronde. Fait que j'ai été pris vraiment par surprise. Mais je pense que le fit va être vraiment excellent. Puis au niveau fantasy, c'est une équipe, une offensive qui est hyper payante. Puis c'est un running back qui arrive dans une équipe où il y avait Damien Williams qui était là, dans le fond, qui tenait les rênes, qui a aidé au moins pour le Super Bowl l'année passée. Mais je pense que là, ça ouvre toutes les portes à Clyde Edwards-Helaire, justement, pour prendre la place et être vraiment payant en fantasy. Fait que je pense que c'est juste normal que au niveau fantasy, que ce soit un consensus pour le numéro 1. Oui, puis on le voit numéro 1, que ce soit pas mal n'importe quel système de pointage, que ce soit en half PPR, full PPR encore plus, ou même en standard. En standard, on pourrait peut-être penser qu'il n'est pas tout seul dans son peloton de tête. Il y aurait Jonathan Taylor qui était pressenti pour être probablement le meilleur porteur, le premier porteur à sortir cette année, qui est beaucoup plus un porteur de type standard, donc qui attrapera beaucoup moins de ballons, qui va peut-être être plus un gros bonhomme pour courir dans le centre, faire plus de touchers, etc. Donc, est-ce que Jonathan Taylor, en niveau de dynastie, serait dans le même tiers, si on veut, dans le premier tiers avec Edwards-Helaire pour toi, Dion? C'est intéressant parce que, comme tu te dis, c'est un gars qui est différent. C'est un gars qui peut vraiment frapper le home run à n'importe quel moment. C'est un gars c'est un sprinter, donc il peut te sortir le gros jeu, mais à Wisconsin, il a quand même connu des games beaucoup plus tranquilles. C'est un gars qui est un petit peu boom or bust, si tu veux, des fois, puis moins en NCAA parce qu'il a le talent overcome plein d'affaires. Mais ça se peut qu'on voit des parties un petit peu plus tranquilles de lui, mais qu'il va sortir un 150 verges de toucher d'une autre semaine. Fait que, c'est sûr qu'il faut faire attention. Un point que j'aimerais apporter, puis que j'ai tenu en compte plus ou moins à cause du dynastie, mais il faut quand même le prendre, c'est un gars qui a 926 portées dans sa carrière de running back en 3 ans. C'est beaucoup de portées. C'est beaucoup de portées. Donc, est-ce qu'il va toffer 6 ans? On va voir, mais c'est quand même à considérer. Le gars a de l'usure. C'est un bon athlète. Il n'a pas été blessé de façon significative dans ses 3 carrières. Donc, oui, beaucoup de portées, mais l'usure n'a pas été majeure en termes de blessures, mais c'est un point à considérer. Il tombe dans une attaque en transition, peut-être, en tout cas avec Philip Rivers qui vient d'arriver aux Colts d'Indianapolis, mais il tombe dans une attaque derrière une O-line très dominante. Donc, ça pourrait lui permettre de faire des bons gains. Le fit en tant que tel, je sais qu'il y a Marlon Mack, puis Yohan, tu étais un petit peu moins high sur Jonathan Taylor que le reste du panel Sport Lucide. Donc, le fit, est-ce qu'il te fait peur un peu, Yohan? Moi, à première vue, c'est sûr que c'est par rapport à Marlon Mack. Je trouve qu'il avait quand même été efficace. Mais tu sais, je comprends aussi le fait que Jonathan Taylor, il a été coté comme un des meilleurs running backs de cette classe-là. Puis comme tu as mentionné, la O-line des Colts qui est extrêmement efficace. Fait que c'est vraiment solide. Le fait, par contre, que comme tu dis, qu'il arrive avec Philip Rivers qui est au règne de cette équipe-là, qui a tendance à faire beaucoup de passes avec son porteur, ou est-ce que Jonathan Taylor, comme j'ai été mentionné, c'est un porteur qui court beaucoup. Fait que j'ai hâte de voir. C'est sûr que, comme tu l'as dit, dans mon top 25, je ne l'ai pas classé aussi haut que le consensus, mais je pense que ça reste quand même dans le top 10 inévitable pour cette année. Ouais, le top 10 fait quand même assez facile. Puis là, on vient juste. Ouais, c'est vrai. Mais là, on vient justement dans le deuxième tiers. Peut-être que Edwards-Helaire est le seul dans son premier tiers parce que peu importe qu'est-ce qu'on vient de dire, les raisons qu'on vient de dire. Dion a mentionné que
d'un point de vue dynastie, la longévité est importante. Souvent, on voit les receveurs avoir un peu plus la cote que les porteurs de ballon, tout simplement parce que leur carrière est beaucoup plus longue, en moyenne, qu'un porteur de ballon. Souvent, le porteur de ballon va avoir un début de carrière un peu plus productif, mais en bout de ligne, un choix dynastie d'un receveur va être un peu plus payant pour ton équipe, si on veut. Donc, le deuxième tiers, on pourrait penser qu'on voit des receveurs un peu plus, mais en fait, on a tous classé les 3 autres porteurs dans ce tiers-là. Donc, là, de 3 à 8, là, considéré comme le deuxième tiers, c'est quand même pas mal de monde. Fait que je vais les nommer au complet, puis après ça, on va en parler de chacun d'eux. Là. Donc, on a Jerry Jeudy, qui serait le prochain sur notre liste, suivi de DeAndre Swift, porteur de ballon. Excuse-moi, Jerry Jeudy, c'est un receveur pour les Broncos de Denver. Ensuite, DeAndre Swift, porteur de ballon des Lions de Détroit. Cam Akers, porteur de ballon des Rams de Los Angeles, qui va peut-être prendre la place de Todd Gurley, pardon. Ben ouais, il est plus là, c'est sûr. Non, c'est ça. Ensuite, CeeDee Lamb, receveur de passe pour les Cowboys de Dallas. J.K. Dobbins, porteur de ballon, cette fois-ci aux Ravens de Baltimore. Et pour terminer notre deuxième tiers, Justin Jefferson, qui est dans ce tiers-là, receveur de ballon pour les Vikings du Minnesota. Donc, dans ce tiers-là, on a 3 receveurs, 3 porteurs. Dans tout ce que j'ai nommé, est-ce qu'il y en a un qui pourrait sortir du lot, qui pourrait être dans le tiers supérieur, qui pourrait être dans le premier tiers avec Taylor et Edward Helaire pour toi, Johan? Comment c'est, Johan? Qui est dans le deuxième tiers, tu dis? Ouais, mais qui pourrait être meilleur que les autres, si on veut. Le premier de ce tiers-là, qui pourrait peut-être même être dans le tiers numéro 1. T'as-tu un préféré? Ben, c'est ça que je veux savoir. Si j'ai un préféré. Ben, moi, mon préféré que j'ai mis dans mon top 25, c'est Cam Akers. C'est peut-être pas le consensus, mais c'est ce que j'en pense parce que, comme tu l'as mentionné, Todd Gurley est parti. Les Rams ont prouvé être une offensive qui est capable de bien utiliser son porteur. Là, je sais que Darrell Henderson l'année passée, Malcolm Brown qui est là, mais je pense vraiment que Cam Akers va être capable d'être payant, probablement dès la première année. De ton côté... Thomas, je veux juste fermer cette petite parenthèse-là. Là. Pour cette année, il y a comme 5 porteurs qui sont inévitables. Après ça, c'est un petit peu plus deep. Fait que c'est dur à choisir dans ces 5-là. Moi, comme tu as dit, t'as Edward Helaire qui est vraiment à part, mais les 4 autres, là, n'importe quel des 4, je pense qu'ils sont quand même vraiment intéressants. Ouais, c'est dur à départager, je suis d'accord. Puis habituellement, comme j'ai dit, en dynastie, les receveurs vont avoir un peu plus la cote, mais on dirait que les receveurs cette année sont tellement deep que tu ne veux pas passer à côté d'un bon porteur. Puis tu auras un receveur un peu plus tard dans le draft, peut-être en deuxième ronde. Mais parmi ceux que j'ai nommés, là, disons Jeudy, Swift, Akers, Dobbin, Lamb, Jefferson, est-ce qu'il y en a un qui, à ton avis, va sortir du lot? Ben, ça a peut-être plus un projet de quelques années. Je pense que Dobbins a le potentiel d'être le plus productif de cette gang-là. Mais peut-être pas la première année. J'ai hâte de voir le rôle que les Ravens vont lui donner. Ça, il y a Mark Ingram, il y a Gus Edwards, il y a Justice Hill dans ce backfield-là. C'est beaucoup de gens. Lamar Jackson court déjà avec le ballon. C'est une offensive qui partage beaucoup le ballon. Donc, est-ce qu'il va être feature cette année? Probablement pas, à moins qu'il y ait beaucoup de blessures. Mais dans 2, 3, 4 années, c'est peut-être un gars qui va vraiment prendre les rênes de cette offensive-là, peut-être un gars super productif. À Ohio State, c'est une machine, c'est 3 années, puis tu vois qu'il est capable de tout faire sur le terrain. Fait que je pense que il y a vraiment un potentiel d'être un des top backs de la ligue dans 2 ou 3 années. Là. OK, ben dans le fond, c'est parce qu'il vient d'Ohio State que tu l'aimes, là. C'était exactement ça. Mais puis j'ai regardé le contrat de Mark Ingram parce qu'évidemment, tant qu'Ingram est là, ça fait mal à Dobbins. Puis Mark Ingram va être là en 2020, c'est certain, mais son contrat fait en sorte qu'en 2021, c'est vraiment pas fait qu'il soit là. Fait que je vois Dobbins être leur... Ben, c'est sûr que ça va être leur porteur d'avenir, mais je pense que ça va être leur porteur numéro 1 dès 2021. Que Ingram soit là pour sa dernière année ou non. Donc, j'aime beaucoup le choix. Personnellement, dans les porteurs qu'on n'a pas nommés, DeAndre Swift, c'est lui qui, je pense, qui pourrait sortir du lot. Pré-draft, il y en a beaucoup qui se demandaient est-ce que c'est Jonathan Taylor, est-ce que c'est DeAndre Swift le meilleur porteur de cette gang-là. Donc pour moi, le fit avec les Lions n'est pas parfait,
j'ai jamais trippé sur un porteur qui s'en va jouer à Détroit parce qu'on dirait qu'il y a tout le temps de quoi qui arrive. Mais, tu sais, des fois, le talent il est un peu plus important que les opportunités. Même si, personnellement, je trouve que l'opportunité au niveau des porteurs est vraiment important. Il reste que il va tasser j'oublie son nom, là. Kerryon Johnson. J'avais juste la toune en tête, là. Carry on my wayward son. Merci pour ce chant un petit peu aigu. C'est bon. Fait que je pense que Swift pourrait être peut-être sorti de l'eau. Fait que ce qui est drôle, c'est qu'on a chacun pas la même réponse, mais les trois, on a parlé d'un porteur de ballon par contre. Fait que, est-ce qu'on s'entend que le top 5 de cette année pourrait être les 5 porteurs de ballon, peu importe l'ordre de tes préférés après Edward Heller? Dion, tu mettrais-tu les 5 porteurs en premier? Je donnerais quand même le edge de Jonathan Taylor. Je pense que son opportunité à Indy est intéressante, surtout à cause de la O-line. Je pense que s'il peut continuer, j'ai mentionné le nombre de carries, c'est sûr, mais comme je te dis, il a fait ces carries-là sans se blesser. Donc, ça, c'est pas des running backs qui sont juste tough. Puis s'il peut rester en santé pendant plusieurs années, mais avec des gars comme Quentin Nelson qui bloquent pour lui, il pourrait vraiment être un mec dominant. Surtout que Indy n'a pas nécessairement un QB qui va passer beaucoup le ballon. Donc, c'est sûr que ça passe par le jeu au sol. Fait que je pense que c'est lui qui va avoir le plus de volume, pas juste cette année, pour les prochaines années aussi. Là. J'aime ta réponse, mais c'était pas ma question. Donc. Non, j'ai mal compris. J'ai dit, est-ce que je veux un gars être avec eux autres? Non, pour moi, Taylor est quand même deuxième. Ouais, ben, en fait, je dois m'avoir mal exprimé. Est-ce que ton premier receveur est devant un des 5 porteurs de ballon? Ou tu mets les 5 porteurs? Ouais, ben moi, j'ai un ranking un peu bizarre. J'ai Michael Pittman devant Dobbins. Là. Ouais, je suis un peu hors de la box. On peut en parler si tu veux. Ah, ben on va en parler un peu plus tard parce qu'il est vraiment pas proche dans notre consensus. C'est bon. Donc, on va. Les receveurs du premier tiers, c'était donc Jerry Jeudy, CeeDee Lamb et Justin Jefferson. Personnellement, mon préféré, c'est Jerry Jeudy. L'opportunité à Denver va être numéro 2 en partant. Pas le même style de jeu que Courtland Sutton, donc j'aime ça. Va attraper beaucoup de ballons, donc si tu es dans un half PPR, c'est encore un peu plus intéressant. Puis je pense que tu peux pas vraiment te tromper avec lui. Il va être impliqué dans l'attaque. Puis le talent, il est là. Même s'il vient d'Alabama, des fois, ça me fait peur, ces affaires-là. Mais disons, est-ce que tu aimes le fit de Jeudy à Denver? Oui, j'aime le fit. Je vais demander un peu la production, ça va avoir l'air de quoi. Avec Sutton, puis ils ont drafté Hamler, ils ont drafté un autre tight end, il y a Noah Fant. Je ne sais pas s'il va avoir il va être bon, il va avoir des bonnes games. Je ne sais pas s'il va avoir la production pour justifier un high pick, mais c'est un gars talentueux. C'est sûr qu'il va dépendre d'un QB qui est un petit peu jeune. Donc, c'est peut-être pas la valeur la plus sûre tout de suite. Fait qu'il serait peut-être plus un projet qu'un gars comme CeeDee Lamb, qui a un QB établi un peu plus. Ouais, j'aurais pensé que Jeudy aurait été prêt rapidement, mais c'est vrai que Drew Lock est un peu unproven. C'est un wild card, Drew Lock. Ouais. Johan, toi, dans les receveurs, est-ce que c'est Jerry Jeudy ton préféré? Ben, je te dirais que oui, définitivement. Puis c'est parce que je pense que Denver, en étant dans une division avec les Chiefs, n'auront pas le choix de donner le plus d'armes possible à Drew Lock. Comme tu as dit, il est peut-être pas encore prouvé, mais je pense que là, tout est sur la table pour qu'il puisse réussir. Fait que moi, je pense que ça va être vraiment bon pour les Broncos cette année. Mais il y a quand même mon deuxième receveur préféré présentement du draft, je te dirais. Puis c'est peut-être pas dans le consensus nécessairement, mais c'est Justin Jefferson, qui a été aux Vikings pour aller remplacer Diggs, finalement, qui va jouer aux côtés de Thielen avec Cousin pour y envoyer la balle. Moi, je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant. Fait que ce n'est un que... Je suis content que tu en parles. Ouais, je suis content que tu en parles. Moi aussi, je l'aime beaucoup. J'aime vraiment le fit. Au début, je le mettais même en avant de CeeDee Lamb, puis je me suis rétracté. Je sais pas, on dirait que je voulais pas être trop bold, mais l'attaque est déjà bien rodée. Donc lui, il rentre dans cette attaque-là qui roule bien. Il va avoir son rôle parce que il y a un gros trou qui est laissé par le départ de Stephen Diggs. Donc il suffit de savoir s'il va être capable de livrer la marchandise. Puis Dion, je voulais savoir, Justin Jefferson,
Je crois que c'est quelqu'un qui joue beaucoup dans le slot, mais on sait qu'Adam Thielen aussi joue beaucoup dans le slot. Donc, comment tu vois ça au Minnesota? Ben, c'est une des raisons pourquoi je le mets un petit peu plus bas. Je suis pas encore certain de son rôle. Puis je sais pas s'il va exceller dans ce rôle-là. En effet, c'est un gars qui était majoritairement dans le slot à LSU, donc c'est sa spécialité. Est-ce qu'il peut jouer le X ou le Z, les receveurs éloignés? C'est possible, mais je pense pas que c'est son meilleur skill set. Fait que j'ai hâte de voir ce que les Vikings vont faire. Est-ce qu'ils vont jouer du 4 wide avec les deux gars dans le slot ou est-ce qu'ils vont essayer d'aller avec quelque chose de différent un peu? Mais c'est pour ça que j'ai peut-être des petits doutes avec le fit. Que je l'aurais mieux aimé aux Eagles. Salut les Eagles. Dans le slot. Anyway, fait que c'est ça. Le fit est peut-être pas top pour moi. Mais c'est un beau joueur. OK. Donc, puis le dernier qu'on n'a pas parlé dans ce tiers-là, c'est CeeDee Lamb, qui, pour certains, était le meilleur receveur du draft. Mais le fit semble un peu sketchy, Yohan. Ouais, moi, je suis peut-être un petit peu moins hype sur CeeDee Lamb que plusieurs. Là. Il y a Amari Cooper qui était déjà bien établi. Moi, c'est sûr que après avoir checké un peu mes affaires aujourd'hui, j'ai comme juste... Je me suis arrêté à penser à Dak Prescott. Puis il y aurait quand même la possibilité d'être capable de nourrir 2 receveurs numéro 1. Fait que après un peu plus de recul, c'est sûr que son fit est intéressant avec l'équipe. Je pense qu'il peut être vraiment productif en fantasy. Pas nécessairement cette année, mais si on regarde à long terme, dans 2-3 ans, c'est sûr que c'est un receveur, c'est un porteur, là, mais un peu le même concept que Dobbins. T'sais. C'est intéressant en dynastie parce que tu peux le voir à long terme. C'est le même que je le vois CeeDee Lamb. Puis, même si son opportunité n'est pas vraiment présente pour 2020, en tout cas moins que d'autres receveurs, c'est reconnu, c'est prouvé, on a des archives là-dessus. Les receveurs, leur année recrue, c'est jamais vraiment spectaculaire. C'est pas eux qui vont te faire gagner ton dynastie, c'est pas eux qui vont te faire gagner ton redraft encore plus. Donc, c'est normal que ça prenne quelques années avant qu'ils s'établissent comme il faut. Puis, j'ai été allé voir le contrat d'Amari Cooper comme il faut. Puis ce qui est intéressant, c'est que son contrat de 5 ans à 100 millions, mais ils peuvent sortir du contrat sans trop de pénalité après 2 ans. Fait que si, mettons, ils continuent à être en up and down, qu'ils se blessent beaucoup, ils peuvent sortir puis laisser CeeDee Lamb prendre le rôle vraiment de numéro 1 dans 2 ans. Ça, c'est quand même surprenant pour un contrat de 5 ans. Puis sinon, on s'entend que un duo de receveurs aussi dominant que ça n'aurait pas été la première fois qu'on va voir ça dans la NFL. Fait que de ton côté, disons, est-ce que tu penses que son talent va surmonter sa situation un peu moins intéressante que les autres? Ouais, j'ai pas trop de questions envers CeeDee Lamb. C'est sûr, il va prendre la place over Gallup. Ce sera pas trop long. Puis c'est un gars qui est très très bon après le catch. Fait que, il n'y a pas besoin de faire des gros catchs down the field. Donc il peut avoir plusieurs ballons dans la game. Puis Amari Cooper peut être un petit peu plus le deep threat sur les passes qui sont moins complétées souvent. Fait que le gars peut avoir plusieurs games régulières de 6-7 catchs, 75 verges, peut-être un TD. Fait que des petites games régulières payantes qui t'aident à gagner des parties de fantasy. Fait que moi, je pense que le fit peut être un peu weird au début, mais après y avoir pensé, je suis comme non, il va y avoir de la productivité dans cette offense-là, je suis certain. Ouais, on dirait que le fit, il fait peur direct quand tu le vois. Mm-hmm. Plus tu regardes ça, plus tu te dis que finalement. Fait, dans le fond, là, ceux qui en dynastie, ils ont Michael Gallup, vous êtes déçus. Probablement moins que moi que Marlon Mack, mais bon. On va passer au 3e tiers. Donc, le 3e tiers. Avant, je vais vous demander, est-ce que vous croyez qu'il y aurait quelqu'un qu'on n'a pas parlé qui devrait être dans ce 2e tiers-là? Wink, wink, Dion, c'est à toi. Ouais, parler de Michael Pittman un peu. Donc, comme vous le savez, là, je fais beaucoup de recherches avant le draft. Je regarde beaucoup de joueurs. Puis un de mes guys du draft, c'était Michael Pittman, receveur de USC qui est maintenant pour les Colts d'Indianapolis. Junior. Oui, Junior, le fils de Michael Pittman, l'ancien running back des Buccaneers de Tampa Bay. Ouais. C'est un gars de 6 pieds 4, 225, donc un gros frame. Puis la raison pourquoi je le mets là, c'est que vous irez voir les derniers repêchages, puis les receveurs de première ronde, puis qui est bon, puis qui est moyen. Puis en première ronde, c'est vraiment hit and miss. Mais en 2e ronde, on trouve souvent des très beaux joueurs. Puis je pense que l'an passé, c'est un excellent exemple avec A.J. Brown, DK Metcalf, Peter McLaurin, sont tous sortis en 2 ou en 3.
Donc, moi, je vois peut-être le receveur de deuxième ronde qui est peut-être un petit peu négligé, mais qu'il a quand même des capacités intéressantes. Pour moi, ça va être Michael Pittman. Puis je pense qu'à Indianapolis, il va avoir une belle opportunité. Oui, il y a T.Y. Hilton, mais il manque beaucoup de games. Fait que je pense que Pittman va se faire donner du target à côté. Puis Rivers, en tout cas pour l'instant, c'est un gars qui aime les gros receveurs comme genre Keenan Allen puis Mike Williams. Fait qu'il pense qu'il est habitué à ce type de receveur-là. Donc, je vois une grosse première saison pour Michael Pittman. Ouais, j'aime aussi en fait, il y a le champ libre à Indianapolis, mais ce qui me fait peur, par exemple, c'est justement Rivers il est là pour 1 an. Après ça va être qui? Je pense que cette attaque-là va avoir un petit peu de la misère à rouler de la bonne façon, surtout au niveau aérien, avant une couple d'années. Donc, c'est un peu ça qui me met des breaks sur Michael Pittman. Moi, je l'ai un petit peu plus tard. Là, dans mon ranking, il est 13e. Oh ouais. Donc, puis si je me compare avec le tien, tu l'as mis 5e. Ouais. Donc, c'est vraiment de ce côté-là que je suis pas certain. Toi, Johan, Michael Pittman, parle-moi-en. Ah, je peux pas t'en parler beaucoup, même que je m'apprêtais à dire s'il y a de quoi, toi puis moi, on devrait écouter les conseils à Dion, parce que s'il y a quelqu'un qui est en erreur, c'est moi puis toi. Parce que moi, je sais pas toi, Bruno, mais j'ai pas partout checké de vidéos de Pittman. Même que quand il a été drafté, tu sais, je peux pas dire que je suis lui qui fait le plus de recherches. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais aucune idée c'était qui vraiment. Okay. Je suis allé rechecker un peu par après, fait que c'est sûr que je pense qu'il peut être très intéressant, surtout au niveau de son opportunité, comme il a été dit, T.Y. Hilton qui se blesse souvent, puis il y a le champ libre, il n'y a pas vraiment personne après. Mais c'est sûr que je serais pas confiant de le prendre en avant les 5 porteurs qu'on a mentionnés. Même, non plus. Mais c'est pas grave, il faudrait quand même écouter Dion, je pense que c'est de quoi il parle. C'est que je pense que c'est lui qui a le meilleur path vers un vrai numéro 1 de l'offense. Check Judy, Lamb, Ruggs, Jefferson, ils ont tous. Ils vont share les targets. Je pense que Pittman, c'est lui qui a le plus de chances d'avoir un gros load le plus rapidement possible, puis il y en a un qui est talentueux. Fait que, c'est vrai que T.Y. Hilton se fait un peu vieux, là, donc, puis blessé plus souvent qu'autrement. Donc, je vois ce que tu dis. Donc, dans notre troisième tiers, il était composé de seulement 4 receveurs, dont Michael Pittman, qui était premier ex-aequo avec Henry Ruggs III, le meilleur receveur du draft 2020, choisi au 12e rang par les Raiders de Las Vegas. Il a fait courir. Ouais, j'ai fait extrait, ça essaye pas. Donc, Henry Ruggs, que lui, il a vraiment de la place pour être receveur numéro 1. Puis c'est le fun parce que son type de jeu est vraiment parfait pour receveur numéro 1, Dion. Ah ouais? Parle-moi-en. En écoutant notre draft companion, le nom de Henry Ruggs, on a fait sourciller plus d'un. Pris devant CeeDee Lamb et devant Jerry Jeudy. C'est sûr que moi, je suis pas un fan des speed receivers. Je pense qu'ils sont pas assez prouvés. La comparaison avec Tyreek Hill, si vous suivez quelqu'un sur Twitter ou Facebook ou whatever, puis il compare Henry Ruggs à Tyreek Hill, unfollowez cette personne immédiatement. C'est un outil. Je suis désolé, Henry Ruggs n'est vraiment pas Tyreek Hill. Pour moi, c'est beaucoup plus un DeSean Jackson, Ted Ginn. C'est un gars qui il n'y a pas le break tackle ability de Tyreek Hill. Il n'est pas aussi gros des jambes. C'est pas ce gars-là. C'est un gars qui peut brûler des gens très facilement sur le go, mais pour l'instant, ce qu'on voit de lui, c'est un petit peu limité à ce skill set-là. Donc, en termes de production, c'est très hit or miss. Si on veut, il peut avoir une grosse game, il peut avoir un touché de 80 verges, puis un autre touché de 40 verges, ça te fait une petite grosse game, mais ça se peut qu'il disparaisse dans d'autres games aussi. Donc, ça reste à voir. Et on connaît le QB des Raiders avec son bras canon. Le plus précis en haut de 20 verges. C'est vrai, il est très, très précis. Mais quand tu en lances 4 par année, c'est sûr que tu es précis. Fait que c'est ça. Pour Henry Ruggs, c'est sûr que c'est un petit peu le potentiel est là. Est-ce que ça va finir dans l'offense? Puis les Raiders ont aussi drafté 2 autres receveurs. On va voir comment que le load s'est fait partager. Est-ce que ça va vraiment être un feature guy qui a 12 targets par game? C'est beaucoup d'inconnus pour l'instant. C'est juste ça. Je pense que Ruggs va être beaucoup plus utile aux Raiders qu'à ton équipe fantasy. Mettons. Ouais, on va dire ça comme ça. Là. Toi, Johan, Ruggs, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes le fit au moins? Moi, j'aime vraiment le fit parce que je pense que
depuis l'année passée, pour une raison que je me rappelle plus trop, les Raiders semblaient vraiment manquer un receveur numéro 1 qui allait dans le terrain. Je sais pas pourquoi. Je pensais qu'il était prêt à toute éventualité, mais ça n'a pas marché l'année passée. Ouais, mais quand t'as des frozen feet, des fois, là. Ouais, c'est ça. À cause des brûlures aux pieds. Ça, puis blame it on Twitter. Mais bref. Moi, je pense que l'arme, c'est un outil qui était vraiment déficient dans le fond, pour Derek Carr. Fait que je pense qu'il va tout de suite arriver puis il va être capable d'avoir son rôle dans l'offensive. Est-ce que son rôle va être utilisé autant qu'il pourrait l'être? Là? Ça sera à suivre parce que c'est sûr que, comme on le sait, Carr il a tendance à pas tirer loin. Il tire souvent son talent ou un petit peu plus proche, mais j'aime le fit. Et je pense que tu peux être content en tant que fan des Raiders. Ouais. Je vais ignorer cette dernière phrase. Puis, T'es pas content? T'es-tu sérieux? Comment ça, t'es pas content? Ouais, tu sais, quand tu peux choisir CeeDee Lamb ou le receveur numéro 1 de l'équipe d'Henry Ruggs, tu sais, je sais pas. Mais peut-être que je vais me tromper. Faut que j'aille confiance aveugle envers Mayock. Ça, je me dis. Depuis en fin de semaine. Donc. Aveugle. C'est ça. Donc, pour compléter un petit tiers, donc ça a fait un petit tiers, le tiers numéro 3, Jalen Reagor, receveur des Eagles de Philadelphie. Je pense que Dion, tu le connais un petit peu. Donc, Jalen Reagor, est-ce que c'est le sauveur de Pennsylvanie? Sauveur, je sais pas, mais c'est un joueur intéressant. C'est un joueur qui était un petit peu polarisant pour certains scouts. Pro Football Focus l'avait très très haut dans leur ranking. Il aimait beaucoup son potentiel, son route running. Il y avait d'autres styles qui le trouvaient un petit peu trop comme normal, si on veut, qu'il n'y avait pas de skills qui se démarquaient. Puis il a couru un mauvais 40 verges au combine. On s'attendait peut-être à un 4-3 pour ce gars-là, finalement couru un 4-5, donc on se dit, ben là, c'est un speedster ou il est juste normal. Je pense que c'est un gars qui joue plus vite qu'il teste, mais c'est un punt returner qui a beaucoup de potentiel pour retourner des TD, puis c'est un gars qui va jouer dans le slot à Philly pour remplacer Nelson Aguilar. Fait que je vois quand même un beau potentiel pour ce gars-là, peut-être pas un receveur un numéro 1, mais une bonne deuxième option là, avec, mettons, un gars comme Alshon Jeffrey qui se fait vieux. Fait que il devrait avoir en masse de targets. Là. Le fit, je pense que les receveurs à Philadelphie, c'était un need. Donc, Johan, j'imagine que le fit, tu l'aimes bien. Oh oui, moi, j'adore ce fit-là, à vrai dire. Là. Je pense vraiment. Puis aussi, que Alshon Jeffrey se fait vieux, comme ça a été dit. DeSean Jackson aussi, qui sera plus là encore là des années. Reagor va être là pour jouer le slot. En ce moment, c'est Hurts qui est là pour la majorité des targets. Fait que je pense que ça va être bien de pouvoir ouvrir le jeu un petit peu plus loin aussi dans le slot. Fait que je pense que Reagor va avoir un rôle dès sa première année, selon moi. Ouais, toi puis Brochu, vous êtes assez high sur Reagor. Puis c'est drôle parce que c'est moi qui est le plus low sur Henry Ruggs, puis c'est Dion qui est le plus low sur Reagor. on veut pas avoir des faux espoirs, c'est quoi? Non, je sais pas, on veut pas se jinxer. Ils vont nous surprendre plus que nous décevoir, I guess. On est rendu au 4e tiers. On va voir enfin le meilleur joueur du draft, Joe Burrow, qui est exactement dans le milieu de ce tiers-là. On va commencer à en parler de lui en premier parce que, Joe Burrow, c'est un QB. En fantasy, les QB qui font le plus de points, Joe Burrow, first pick overall de 2020. Pourquoi c'est pas notre first pick overall dynasty? Ben, là, on peut laisser ça passer au monde que les QB c'est important, mais ça va être nos fiches de fantasy pour on est content. Je veux pas parler contre personne, mais tu sais, tantôt je t'ai dit qu'il y en avait un que j'avais laissé son top 25 de côté, là. Ah ouais, c'est la framboise, hein, d'accord. Il y avait un numéro 1 qui s'appelait Joe Burrow. Bon. Mais il fait des points. Ah, c'est pas fin là, de l'écœurer quand il est pas là. Mais c'est pas grave, je me sens vraiment pas mal parce que est-ce que vous me lâchez pas dans le podcast NCAA? Fait que je me revanche. Fait que Joe Burrow, ok, non. C'est pas le numéro 1. Tu sais, on s'entend que tu veux un porteur, tu veux un receveur. Pourquoi? Ben, c'est assez simple. Il y a 2 ou 3 porteurs de ballon qui startent dans ton équipe. Il y a 3 ou 4 receveurs de ballon qui startent dans ton équipe. Puis il y a 1 ou 1 QB qui start dans ton équipe. Donc,
ben, vas-y avec qu'est-ce que tu en as le plus de besoin. Donc, porteur-receveur, à mon avis, beaucoup plus important. Donc, Joe Burrow qui vient à peu près, ben, il est dans le top 15, moi, il est 16e, mais il est dans le top 15 de pas mal tout le monde. Donc, est-ce que Joe Burrow, il y a des craintes envers lui? Est-ce que le niveau Dynasty Fantasy va être un sure pick, disons? Ben, c'est sûr qu'avec les Bengals, on a des petits doutes. Hein. C'est pas l'équipe qui a démontré le meilleur développement de QB dans l'histoire de la Ligue. Hâte que Yohan parle. Mais bon. Mais c'est un excellent QB. Je pense que son ceiling est peut-être pas, mettons, un top 12 QB. Là. Je pense que ça va peut-être être un plus un gars de milieu de peloton. Un bon starter, peut-être un gars que tu gardes sur ton bench un peu plus, mais qui est une valeur sûre sur ton bench. C'est un gars que tu peux starter à chaque semaine puis il va te faire une bonne quantité de points. Il manque un petit peu d'armes aux Bengals. Ils ont drafté un receveur que j'aime. On va peut-être en parler tantôt. Ouais. Puis il y a Joe Mixon pour l'aider. La O-line, peut-être encore un petit peu besoin de travail. Fait que c'est pour ça que pour les premières années, tu n'entends pas nécessairement des stats de foot de Joe Burrow. Ça va peut-être prendre quelques années. Mais je pense que c'est un safe pick. Si tu as besoin d'un QB pour améliorer ta profondeur ou que tu es vraiment dans le trouble, il faut que tu aies un QB qui va starter l'année. Burrow va être un starter du début de l'année, probablement, contrairement peut-être à Tua, qu'on n'est pas certain. Fait que si tu as une petite urgence au poste de QB, ça pourrait être une option. Ouais, c'est lui qui a le plus de chances de starter Week 1 parmi toutes les QB de cette année. Avant de passer la parole à Yohan qui défend un peu ses Bengals, est-ce que Joe Burrow peut courir un peu? Oui, quand même pas pire. C'est pas ce que les gens pensent, peut-être à cause de sa couleur de peau, pour pas faire une joke de mauvais goût. Mais hey, ça, c'est mes affaires, les mots. Ouais, c'est ça. Mais ben, si vous êtes pas certain de la qualité athlétique à Joe Burrow, je vous invite à regarder sa game contre Clemson en championnat national. Il sort des belles courses contre des athlètes NFL, des joueurs qui jouent NFL, donc il est capable de se sauver. C'est un gars qui est quand même assez athlète. Fait que des rushing TDs peuvent jouer là-dedans un petit peu, mais c'est plus un gars qui va courir en dernier recours. Pas nécessairement faire des courses designées ou vraiment prendre la balle comme un porteur. C'est plus pour étendre le jeu. OK. Fait que, Yohan, toi, t'aimes-tu le fit? Ben, sérieux, tu sais, je veux dire, les Bengals choisissaient premier du draft 2020, puis c'était même pas questionnable qu'il allait prendre, tu sais, le candidat idéal à devenir le futur GOAT de la Ligue. Fait que c'était sûr qu'il allait le prendre, Joe Burrow. Je veux dire, c'est un talent générationnel. Cette joke-là va jamais se démoder. Non, c'est un bon gag. C'est un bon running gag. Mais surtout, je voulais juste dire que Faf, je te comprends à 100% parce que moi aussi, si j'avais fait mon top 25 avec mon cœur, je l'aurais mis en premier. Mais j'ai décidé d'y aller avec les points plutôt que d'y aller avec mon cœur. Mais ultimement, je pense que Joe Burrow, il s'est vraiment prouvé l'année passée en ayant une saison incroyable là, avec LSU. Puis je pense que, comme Dion a dit, c'est pas nécessairement le QB qui court le plus. C'est un pocket passer, mais il semble avoir un football IQ vraiment élevé dans le sens que, tu sais, quand la pocket va collapser, c'est là qu'il va utiliser ses courses qui vont devenir efficaces. Puis, tu sais, c'est un QB qui est hyper précis. Fait que, moi, je peux juste rien dire d'autre que je suis extrêmement emballé de vivre l'expérience Burrow au moment où on en est. C'est d'autant plus spécial qu'il a été sélectionné premier par les Bengals l'année, là, ça n'a pas rapport pantoute avec le football, mais l'année de la fameuse pandémie mondiale. Je trouve que c'est juste un signe qu'il va y avoir du renouveau, man. Ça va être lui la lumière au bout du tunnel. Là. J'espère que j'en mets pas trop, les gars. C'est correct, c'est bon de vivre dans un rêve, mais... Allez, je parle de fantasy. Dion... Fantasy! Ouais, c'est vrai, OK. Dion a un petit peu souligné le fait que Joe Burrow venait seul à Saint-Cyr. Il y avait T. Higgins qui venait avec lui. Moi et toi, Yohan, on est les deux les plus high sur T. Higgins qui a été choisi premier de la deuxième ronde par les Bengals, bien entendu. C'est un receveur. Donc, le fit, est-ce que tu l'aimes, ce fit? Mais moi, j'adore ce fit-là. Je pense que ça va être une arme de plus pour Joe Burrow après sa première année. Puis c'est un receveur
qui avait été jugé pour être pris probablement en première ronde. Fait qu'il a vraiment comme glissé, puis les Bengals ont pu aller chercher au début de la deuxième. Fait que je pense que c'est vraiment un pick solide pour eux. Puis c'est un joueur qui va être capable éventuellement de prendre la place d'AJ Green, qui commence à être vieux. L'année passée, il n'a pas joué. Fait que cette année, on espère, on se croise les doigts qu'il va jouer ses 16 matchs. Mais ça sera, comme j'ai dit, on se croise les doigts. Ça se peut très, très bien que T. Higgins ait du travail cette année, puis je pense qu'il va être capable de se prouver efficace. En fait, tu as dit que tu voulais qu'il remplace AJ Green. AJ Green, il a signé franchise player, donc c'est une seule année de contrat, probablement sa dernière année dans l'uniforme des Bengals, je crois. Donc, oui, T. Higgins pourrait être demandé à être le receveur numéro 1 dès 2021. Est-ce qu'il a les capacités athlétiques pour le faire, Dion? C'est la raison pourquoi il est un petit peu plus bas pour moi. Dans certains rankings, T. Higgins était super haut, mais d'autres le plaçaient vraiment plus bas. Il y avait beaucoup de différences. J'ai un peu d'inquiétude pour lui. Je pense pas qu'il a la capacité de se séparer. Il utilise vraiment juste son physique. C'est sûr que c'est un gros gars. Un gars de 6'4", 2'15", mais il y a pas je trouve pas qu'il y a le burst. Il va être productif, il va avoir du volume en commençant sa carrière vite. Mais s'il y en avait un receveur qui m'inquiéterait un peu dans le top, ça pourrait être lui à cause du manque de constance, puis que c'est vraiment juste un gars qui fait une chose très très bien, mais les autres choses ne les fait pas si bien que ça. Je pense que dans la NFL, il faut quand même que tu sois complet si tu veux avoir une carrière qui dure longtemps. Oui, en effet. Là, on est allé vite un peu dans ce tiers-là, le tiers numéro 4, je pense. Mais les deux premiers du tiers, selon notre consensus, sont Brandon Ayuk, receveur des 49ers de San Francisco, choisi en première ronde, et Denzel Mims, receveur des Jets de New York, choisi quand même tard en deuxième ronde. Donc, on va commencer avec Ayuk. Est-ce que Ayuk et Mims pourraient être comparables? Je vais te le poser comme ça, Dion. En termes de joueur ou en termes de production? Joueur. Joueur, non. Ayuk, c'est un gars beaucoup plus after the catch. C'est un gars qui est capable de se démarquer rapidement puis faire son dommage après l'attraper. Mim, c'est plus un gars de tracé profond. Plus un gars de red zone target, les jump balls, les fades dans la zone début. Donc, pour ça, je pense qu'il va avoir un rôle important dans l'offense de New York. Ayuk, j'ai hâte de voir. Il me fait penser un peu à Deebo Samuel, de façon parallèle. Là, fait que je ne sais pas comment que les 49ers vont voir ça, mais c'est deux joueurs qui ont quand même des skills différents. Ce qui est intéressant, c'est que les deux, je trouve que le fit est quand même intéressant. Là, je me répète, mais bon. Ayuk, comme tu dis, joueur à court tracé, des yards after catch. Puis Jimmy Garoppolo, c'est lui qui lance le plus petit nombre de verges par passe. En fait, les passes les plus courtes dans la ligue. Non, c'est pas Carr. Et Denzel Mims, comme tu as dit, il va loin, go deep, go long. Il remplace bien entendu le départ de Robbie Anderson, c'était exactement son rôle. Fait que les deux fit, à première vue, super bien. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Yohan? À leur équipe respective? Bien entendu. Oui, moi, je suis 100% d'accord. Là. Comme tu as dit, pour ce qui est de Denzel Mims, il va aller remplacer Robbie Anderson. Je suis peut-être pas aussi high sur tout le monde sur Denzel Mims, juste du concept que ça reste Sam Darnold. Fait que je sais pas. Moi, tant qu'il m'aura pas prouvé qu'il passe par-dessus ses fantômes, en tout cas, c'est pas une offensive qui m'excite tant que ça. Brandon Ayuk, par contre, je pense que contrairement à plusieurs autres, je suis peut-être un petit peu plus high. Dans le sens que je comprends que ce ne soit pas nécessairement une offensive qui va utiliser beaucoup le jeu par la passe, mais j'adore la manière qu'ils utilisent leurs receveurs comme des gadget players à faire des petits jeux qui sont des fois parfaits pour dissuader un peu la défensive. Moi, je pense qu'ils vont pouvoir l'utiliser à leur sauce, puis il va pouvoir être payant de cette manière-là. Ouais, j'aime ça. Le dernier du tiers qu'on n'a pas parlé encore, c'est un porteur de ballon. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de porteur parce que, comme on a dit, après le top 5, on dirait qu'il y a une bonne drop. Fait que c'est le temps de sauter sur les receveurs. Il y en a tellement. Mais il y en a un qui a été repêché un peu plus tard, mais
l'opportunité est un peu exceptionnelle parce qu'il s'en va dans l'équipe qui va gagner le Super Bowl cette année, les Bucks de Tampa Bay. Donc, je parle bien sûr de, là, Dion, tu vas me reprendre s'il y a de quoi, là. Keyshawn Vaughn. C'est excellent, bravo. Yes. Donc, Keyshawn Vaughn, qui, je le connais pas du tout, fait que Dion, parle-moi-en. Ouais, Keyshawn Vaughn, porteur de ballon qui vient de Vanderbilt. Dans le banc, il joue pour Illinois au début de sa carrière, puis il est transféré à Vanderbilt pour ses 2 dernières saisons. C'est un gars de 4 années, donc un senior, qui a quand même connu une belle carrière, au-dessus de 3000 verges, 6 verges par portée, 66 réceptions. Donc un gars qui peut vraiment attraper le ballon. Donc je vois la raison pour laquelle je vois un bon fit, c'est que Tom Brady aime beaucoup lancer à ses porteurs de ballon. Puis c'est un gars qui peut le faire. Donc, moi, je vois une belle opportunité pour Keyshawn Vaughn. Il y a quelques gars qui pourraient lui voler des carries comme Ronald Jones, mais je pense qu'il va réussir éventuellement à prendre un peu comme genre Nick Chubb a fait avec les Browns. Là, vers la fin de l'année, il devrait avoir le poste de partant. Toi, Johan, est-ce que tu crois qu'ils vont faire un 1-2 punch, Vaughn par la passe et Ronald Jones qui n'attrape pas à rien au sol? Ouais, contrairement au premier jet que j'avais fait de mon top 25, j'ai révisé ça un petit peu par la suite parce que au départ, j'étais vraiment inquiet par le Ronald Jones, effectivement. Mais avec du recul, puis avec ce que Dion dit aussi, je pense que ça fait du sens. Ça ne prendra pas de temps qu'il va être capable de prendre sa place vu que c'est un porteur qui va être capable d'attraper versus Ronald Jones. Fait que puis même que depuis le départ, Ronald Jones, c'est pas un joueur que je vois exceller tant que ça dans son rôle. Fait que je pense que les portes sont ouvertes pour que Vaughn puisse prendre sa place puis se rendre au Super Bowl là, avec le deuxième meilleur QB de l'histoire. Le deuxième? Après Joe Burrow, évidemment. Parlant de deuxième meilleur QB, parce que là, on change de tiers. On s'en va au 5e tiers. Il nous reste 5 joueurs qui ont été dans le top 25 de tout le monde. Donc, il y en a 21 sur 25 qui sont partout. On a Tua, puis je ne dirai pas son nom de famille, qui tombe dans ce tiers-là. Moi, personnellement, je l'ai mis tout de suite après Joe Burrow. Pour la plupart, vous avez mis une petite séparation entre les deux, mais personne ne l'a mis devant Joe Burrow. Donc, évidemment, il y en a beaucoup qui vont avoir peur qu'il ne jouera pas à l'an 1. Niveau dynastie, peut-être que ça peut compenser cette peur-là. Ceux qui sont capables d'avoir des taxi squads ou des red shirts, si on veut, peuvent s'en tirer. Mais ce qui me fait l'aimer presque autant que Joe Burrow, c'est, j'espère que je ne me trompe pas, c'est sa capacité de courir. Puis on sait qu'un QB en fantasy qui court, c'est payant sur un méchant temps. Demandez donc à ceux qui avaient Lamar Jackson cette année. Donc, est-ce que je me trompe ou Tua, son upside pourrait être la même, sinon plus haut que Joe Burrow, Dion? Si tu t'attends à des touchés au sol de Tua, tu vas être déçu en tabarnak, je te le dis tout de suite. Oups. Il y a moyen... athlétique. Pas tant, non. Je sais pas, je pense que c'est une illusion parce qu'il ressemble un peu à Russell Wilson. Mais gars, je vais te dire, c'est stats de course en carrière à Alabama en 3 saisons. 107 portées, 340 verges, 3.2 de moyenne et 9 touchés en 3 saisons. Donc, c'est pas un gars qui va courir vraiment beaucoup. Puis, en fait, un de mes analystes préférés, Joel Klatt, pour le college football, a dit que pour avoir du succès dans la NFL, il faudrait que Tua arrête de courir parce que des fois, il se pense plus athlète qu'il l'est. Donc, il pense comme toi, il pense qu'il est athlète. Mais il l'est pas. il l'est pas tant que ça, puis il se fait beaucoup rattraper de derrière, puis il a eu des blessures aux chevilles, fait qu'il se fait souvent rentrer bas, puis il se fait rattraper, puis il tombe par en avant, c'est rough ses chevilles. Fait je pense que Tua, s'il veut avoir une longue carrière, il va falloir qu'il évite les gros plaqués, il va falloir qu'il se débrouille plus avec son bras, ce qu'il est très, très capable de faire. C'est un bon passeur, mais je ne compterais pas sur un plus-value au sol de Tua trop pour les premières années, en tout cas. Qui viennent de dégringoler dans mon ranking. Oups. OK. Johan, est-ce que tu aimes le fit au moins dans la bonne équipe des Dolphins de Miami? J'aime pas particulièrement le fit. J'aime le joueur. C'est sûr que la manière que... Moi, le feeling que j'ai, c'est qu'ils veulent vraiment l'utiliser l'année prochaine, pas cette année. Parce que si tu regardes le reste de leur draft, ils n'ont pas vraiment été chercher d'armes offensives. Fait que je pense qu'ils sont vraiment encore sur le rebuild mode.
Ben, à vrai dire, encore. C'était quasiment ça qu'ils voulaient l'année passée. Ils ont quasiment réussi à tanker, mais ultimement. Là, il y avait Fitzmagic pour tout scraper. Exact. Mais je pense que Tua, c'est un joueur intéressant dans la dynastie, toujours dans le concept à long terme. Fait que quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui a un corps arrière qui se fait vieillissant puis qui se dit bon ben dans 2-3 ans je vais avoir besoin d'un backup, ben c'est le temps de le prendre parce que je pense qu'il va être capable d'être extrêmement efficace. Puis après ça, ils vont être capables de bâtir vraiment l'équipe autour de lui dans les 2 prochaines années, dans le fond. Fait que je pense que c'est intéressant à long terme, mais c'est pour ça aussi qu'il tombe vraiment dans notre top, là, dans le bas, là, pour le mien du moins. Ouais. Ben, je suis d'accord avec ça. Dans ce tiers-là, le seul porteur de ballon qui s'intègre, c'est Zach Moss, qui a été drafté en deuxième ou troisième ronde, disons? Troisième ronde, si je ne me trompe pas. Ouais, troisième ronde pour les Bills de Buffalo. Donc, avec Devin Singletary qui nous a donné des belles choses l'année passée. Fait que là, on se dit, pourquoi ils prennent un porteur de ballon si tôt? Ben, ils vont sûrement faire un 1-2 punch parce que Zach Moss, il n'a pas tout à fait la même shape que Devin Singletary. Donc, parle-moi de ce joueur-là, Dion. Ouais, Zach Moss, un gars que j'aimais beaucoup. Un gars que PFF avait très haut aussi. Très productif. 3 saisons très productives. A pogné 66 ballons dans sa carrière. Donc aussi un gars qui est très actif dans le jeu au sol. Puis un gars qui est excellent pour breaker des tackles dans les courtes distances, donc à la ligne de mêlée. Donc un gars qui est très solide, très bonne balance. Donc moi, j'adore le 1-2 punch avec Singletary. Je pense que c'est un excellent complément. Il est complètement différent de lui. Fait que je pense qu'on peut s'attendre à une production qui est intéressante. On va espérer, si tu le drafts, tu vas espérer qu'il va y avoir les carries goal line un peu parce que je pense qu'il peut vraiment exceller sur ce point-là. Mais c'est un gars qui est vraiment intéressant, qui pourrait être la surprise. Mettons que Singletary se blesse en début d'année, puis il pourrait avoir un load incroyable puis vraiment devenir un steal. Ouais, ben, Singletary, il est très petit, donc c'est ce qu'on veut voir, c'est que Zach Moss ait les goal line carry, que ce soit lui qui fasse les toucher. Donc, toi, Yohan, est-ce que tu aimes le fit ou Singletary, dans ta tête, c'est un workhorse? Là, plus je dis ce mot-là. Cheval de trait. Tu t'es amélioré, pour vrai? Un petit peu, ouais, mais cheval de trait, faut que je m'en rappelle. J'irais pas jusqu'à dire que je le considérais comme un workhorse, mais je pense qu'il était quand même capable d'être productif avec l'opportunité qu'il avait. Puis j'étais un petit peu embêté. Moi, Zach Moss, je l'avais presque pas dans mon top 25, à vrai dire. Tu l'as pas du tout. Mais comment? Tu l'as pas, je te confirme. Ben, en tout cas, à moins que tu aies changé. Ben, c'est ça. Là, il était vraiment aux abords. Il était aux abords. Fait c'est sûr qu'il rajoute une profondeur pour les Bills. Fait que je pense que ça va être bon, ça va être utile, mais est-ce que ça va être un joueur qui va être payant au niveau fantasy? Peut-être un peu moins. Fait que c'est pour ça que moi, j'hésitais à l'avoir tout simplement dans mon top 25. Ouais, ben donc pour finir, il nous reste 3 receveurs là, qu'on a eu dans notre top 25, les 3. Donc, Yohan, je vais te le demander en premier. Dis-moi lequel des 3 que tu veux parler. Donc, les 3 receveurs qui terminent notre top 21, pour être exact. Chase Claypool, le Canadien qui a été drafté en deuxième ronde par les Steelers de Pittsburgh. Ou Laviska Shenault Jr. qui a été drafté aussi en deuxième ronde par les Jaguars de Jacksonville. Ou le meilleur choix de troisième ronde de l'histoire, Brian Edwards, choix des Raiders de Oakland. Fait que lequel des 3 tu veux nous parler, Yohan? Brian Edwards. Ok, fait que tu veux pas parler de lui? Non, ben je te parlerai pas de M. Edwards. Mais c'est lui qui a été pris dans les deux receveurs back-à-back, je pense. Hein? Ouais, exact, le deuxième des deux. C'est le deuxième des deux? Ouais, le meilleur. Le meilleur. Ben moi, je vais parler un tout petit peu de Chase Claypool. Tout simplement parce que là, je sais que c'est un peu étrange parce qu'il y a Juju en avant de lui, il y a James Washington, Deontay Johnson. Puis Big Ben, ben, il reste pas nécessairement à long terme. Mais je pense quand même que Deontay Johnson puis James Washington sont pas tant prouvés comme deuxième receveur. Fait que je pense que dépendamment de ce qui va se passer
dans le training avant la saison. Si Chase Claypool est capable de se prouver, il serait capable de prendre le poste d'un des deux. C'est normal que je voyais ça. Fait que moi, je mettrais un bon 2 piastres dessus. Ouais, je trouve c'est vrai qu'ils n'arrêtent pas toutes les années. Hein, les Steelers, ils prennent un receveur en deuxième jour du draft. Donc, peut-être qu'éventuellement, ça va être lui le numéro 2, mais en ce moment, on dirait que c'est quasiment un coin de flip entre les trois. Là. Je sais que ça n'existe pas un coin de flip à 3 faces, mais bon. Donc, Dion, est-ce que tu veux nous parler de soit Chenot ou Edward? Un coin de flip à 3, ils en ont fait un dans Friday Night Lights, tu te rappelles-tu? Ah, c'est vrai! C'est bon. Fait que, ouais, je parlais de Chenot parce que c'est lui que je voulais parler. Donc, avec les Jaguars de Jacksonville, un fit qui est intriguant. Parce que Laviska, c'est un receveur, principalement, mais il a joué pour son université au poste de receveur, de running back et QB. Donc, il a vraiment fait plein de choses. Donc, il peut son surnom, c'est-tu Shoelace? Non, c'est pas Shoelace. OK. Donc, c'est un gars qui a fait vraiment beaucoup de choses, qui a joué comme Wildcat QB. Fait qu'on va voir comment que les Jaguars veulent l'utiliser. Je pense que l'utiliser comme un peu un gars gadget, ça serait à leur avantage, le mettre en position de faire des jeux open field, pas juste comme receveur. C'est quand même un gars qui a eu 7 touchés au sol pendant sa carrière avec ses 10 touchés par la passe. La question est durabilité, beaucoup de blessures, un gars qui joue très, très physique. C'est un receveur, mais il court comme un running back, il cherche vraiment le contact. Fait en termes de longévité, vu qu'on parle de dynastie, ça pourrait être inquiétant. C'est peut-être pour ça que certains vont l'éviter un peu, mais son upside peut être vraiment intéressant. Est-ce que tu le comparais à Cordarrelle Patterson? Ouais, il y a des similitudes. Je pense que Patterson est plus straight line speed un peu, il est vraiment vite, puis il est moins physique. Chenard est vraiment plus, il est bâti comme un running back. Mais les comparaisons sont intéressantes. Je pense que les gars peuvent avoir un rôle similaire. OK. Donc, je vais vous parler de celui qui reste. Vous êtes smart, les gars. Vous m'avez laissé mon boy. Oui. Brian Edwards, qui a été drafté en 3e ronde. Lui, il a une blessure au pied importante. C'était en février, hein, si je ne me trompe pas, que c'est cassé le pied. Ouais, c'est en prévision du combine. Du combine. Donc, ça fait peur un peu parce qu'une blessure au pied, tu sais pas comment tu peux te rétablir de ça. Puis, à l'heure où on se parle, on n'a aucune idée de comment que ça s'est passé. Probablement que les Raiders ont une certaine idée, là, mais ils ne peuvent pas en être sûrs parce qu'avec le confinement, on ne peut plus aller le voir. Mais le joueur en tant que tel, son tape, je l'aime beaucoup. Puis là, je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche, mais Brochu, il l'aime encore plus que moi. Donc, je pense que Edwards, c'est un peu un long shot ce que je vais dire, mais je pense qu'Edwards pourrait devenir le receveur numéro 1 des Raiders avec Henry Ruggs qui deviendrait le receveur numéro 2, qui prendrait un peu le rôle que Tyrell Williams joue en ce moment, c'est-à-dire d'étirer les défensives. Faudrait que dans un monde parfait, tout se déroule numéro 1 à Las Vegas. Puis on sait que les Raiders, d'habitude, se dérouler numéro 1, c'est pas leur fort. Mais bon, je vais quand même avoir confiance en Brian Edwards, mais je pense que je vais quand même te demander ton avis, Dion, parce que même si je t'ai dit de me parler juste d'un joueur, je voulais que tu me parles de Brian Edwards encore plus, parce que c'est toi qui le connais le plus dans nous trois, c'est certain. Est-ce que je me trompe de penser qu'il y aurait des chances d'être le receveur numéro 1 des Raiders? Oui, je pense qu'il y a ce potentiel-là, mais peut-être pas un receveur numéro 1 à la D-Hop ou Michael Thomas ou Devontae Adams, mais un gars qui va avoir beaucoup de volume, mais pas nécessairement des gros jeux, mais très steady. Je me fais à ses statistiques en carrière. South Carolina ont eu des QB dégueulasses. Je tiens à le mentionner. Là, son équipe, il n'y a vraiment pas eu de QB qui lui permettait de se démarquer. Là, il sera pas habitué avec Derek Carr qui est vraiment dominant. Là. Qui est gâtant en esti. Mais première année, freshman, il a joué toutes les parties, 44 cash, 44 réceptions. Sophomore year, toutes les parties, 64 réceptions. 2018, 55 réceptions. 2019, 71 réceptions. Donc, on voit que c'est un gars qui est extrêmement constant. Puis, il y a eu 4 TD, 5 TD, 7 TD, 6 TD. Donc, c'est un gars qui a l'air vraiment comme une horloge. Fait que tu peux t'attendre à ce que dans la grosse ligue, c'est un gars qui soit fiable, qui a des bonnes mains, qui se démarque facilement. Mais c'est pas le gars qui va te faire un TD de 60 verges. Mais c'est un gars qui va être capable de pogner les premiers jeux importants sur 3e essai. Fait que ça a une grosse valeur pour une équipe, ce gars-là. Peut-être en fantasy, peut-être un petit peu moins, c'est ça l'affaire. Mais en tout cas, je pense qu'il peut quand même être une option intéressante. Ah, OK.
Donc, on a fait le tour de tous les joueurs qui étaient dans le top 25 de tout le monde. Mais avant de quitter, parce qu'on est proche de l'heure, on va finir ça là-dessus. Mais on va quand même faire un petit bonus. On va sortir un joueur de plus chacun. Donc, s'il y en a dans le top 25 qui est assez haut, qu'on n'a pas parlé encore, là, je pense à Van Jefferson, Johan. Petit heads up. Mais peut-être, je vais commencer avec toi, Dion. Là, moi, je vois un Justin Herbert. C'est toi qui l'avais le plus haut. Je sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui voudrait parler. Tu n'es pas obligé de parler d'Herbert. Bon, je ne vais pas parler d'Herbert tant que ça. Je vais parler plus d'un running back. Je vais parler de Eno Benjamin, porteur de ballon qui est à Arizona. Je pense que ce gars-là peut avoir une belle opportunité. Je sais que Kenyon Drake s'est fait re-signer malgré les succès qu'il a eu en fin de saison. Je pense pas que Kenyon Drake est nécessairement un three-down back qui va vraiment avoir le gros load. Fait que je pense que Benjamin peut avoir un beau rôle dans cette offense-là. C'est un gars qui peut attraper le ballon aussi. Donc, moi, je verrais ce gars-là comme un sleeper vraiment plus loin. Mais pour acheter de la profondeur, pour te donner une police d'assurance, je pense qu'il est intéressant. Si je ne me trompe pas, c'est un choix de 6e ronde. Hein? Ouais, il a droppé beaucoup plus loin que je pensais. Moi, je le voyais sortir en 4e max. Fait que j'ai été quand même un peu surpris de ce slide-là. Mais le fit est quand même bon, je te l'accorde. Puis quand j'ai vu ce nom-là dans ton ranking, j'ai fait « Qui? » Je suis allé voir, puis j'avoue que c'est un sleeper intéressant parce que je suis vraiment pas un fan de Drake, donc... C'est ça, t'as dit quoi à mon numéro 24 aussi? C'est ça, t'as aucune crise d'idée c'est qui mon numéro 24? Ben, ton numéro 24, il a inséré mon top 25 par la suite. Ah, ben voilà, je suis content d'envoyer de l'influence. Ouais, ben, pour le dire aux autres, Darrington Evans, qui est le porteur de ballon drafté par les Titans du Tennessee. Donc, tout le monde se dit un porteur de ballon aux Titans, on s'en calisse. Ben oui, mais il va compléter Derrick Henry à la perfection, on s'entend. Là. C'est exactement... Puis Derrick Henry est sur un contract year, fait que... Ouais, on sait jamais. Fait que, Johan, est-ce que tu voulais parler de Van Jefferson ou quelqu'un d'autre? Je ne veux pas mettre des je ne noms. veux pas nécessairement en parler extrêmement longtemps. Moi, c'est juste que j'aimais le fit avec les Rams. Là, je sais que toi, tu m'as dit d'une autre oreille, dans le fond, que semble-t-il que c'était un joueur qui était similaire au style de jeu de Cooper Kupp. Dans le fond, Dion, tu sauras me le confirmer par après, mais que ce soit le même style de jeu, peu importe. Il y a Brandon Cooks qui est parti. Fait que je pense que Van Jefferson y arrive et il va s'insérer dans l'offensive aussi facilement que ça. Fait que je pense que le fit est vraiment intéressant. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Dion, de Van Jefferson? Je suis curieux d'avoir ton take sur lui. Ouais, Van Jefferson n'était pas un nom qui était vraiment répandu avant le Senior Bowl. Il a très, très bien fait au Senior Bowl contre des bons corners. C'est sûr qu'à Florida, c'était un peu limité ce qu'il y avait comme QB aussi. Donc, ce qu'il a démontré, comme tu dis, ta comparaison est bonne. C'est un très bon route runner, un peu comme Cooper Kupp, un gars de 6 pieds 2, 200. Est-ce qu'il est capable de produire à un niveau qui est vraiment digne d'un choix au repêchage? Dynastie. Ça reste à voir. C'est sûr que Jared Goff a démontré qu'il peut nourrir plusieurs bouches, puis là, ils ont perdu plusieurs receveurs à Los Angeles pour les Rams. Fait que j'haïs pas le pick. Mettons, je fais la comparaison, j'ai mis moi Antonio Gibson, le porteur receveur des Redskins au numéro 23. Lui puis Van Jefferson pourraient être interchangeables. J'aurais pas de problème avec ça nécessairement. Van Jefferson, ce que j'ai cru comprendre, c'est que sa technique va vraiment compenser son manque de talent. Là, je le dis en guillemets parce qu'on s'entend que dans la NFL, tu manques pas de talent quand tu es dans la NFL, mais quand même. Puis son père, c'est un coach de receveur dans la NFL depuis plusieurs années. Je pense qu'il est aux Jets. Là. Donc, niveau route running, tout ça, c'est pour ça qu'il est comparé à Kupp. Il est sa coche. Puis, il est plus vieux que tous les autres. Il a 24 ans, tandis que tout le monde fait drafter à 21 ou à peu près. Donc, la maturité qui pourrait être importante. Puis encore une fois, Cooper Kupp a été drafté à 24 ans. Donc, on dirait que le parallèle, il se fait beaucoup trop facilement pour que ça soit vrai, là, mais bon. Tu voulais-tu dire rajouter de quoi, Yvonne? Non, man, je suis vraiment content du draft. Okay. J'ai hâte à notre 6e round maintenant. Moi, je vais finir d'abord avec le joueur que je veux parler de plus, que c'est AJ Dillon,
Brochu est en amour avec. Un gros, j'ai-tu dit gros porteur de ballon qui ressemble beaucoup à Derrick Henry, qui a été drafté par les Packers de Green Bay. Puis là, tout le monde fait « What the fuck, les Packers? » Ils ont Aaron Jones. Qu'est-ce qu'ils font là, d'aller prendre un QB en première ronde, un porteur en deuxième ronde? C'est genre leurs deux forces. En fait, Aaron Jones est à sa 4e année, dernière année de contrat recru. C'est vraiment pas toutes les équipes qui aiment ça donner des contrats, un deuxième contrat à un porteur de ballon. Donc, on dirait que je vois les Packers faire exactement ça, c'est-à-dire Dillon, 1 an en arrière d'Aaron Jones et de Jamal Williams, qui va apprendre un peu le système, il va faire une coupe de flash. Il ne sera pas vraiment productif à l'an 1, mais ça m'étonnerait beaucoup que les deux, puis voire peut-être même aucun des deux signer l'année prochaine, parce que les deux sont à leur dernière année, là, Jamal Williams et Aaron Jones. Donc, pourrait très bien être le porteur numéro 1 des Packers en 2021. Donc, il y en a peut-être qui vont le bouder en cause du fit pour 2020, mais niveau dynastie, je pense qu'il ne faut vraiment pas l'oublier, AJ Dillon, qui pourrait être un petit vol pour 2021, mettons. Good. Beau choix. Tu veux rien rajouter? OK. Je peux rajouter. C'est vraiment... En tout cas, Dillon, je comprends l'amour que Brochu a pour lui, mais c'est un running back de la NFL de 2000, pas de 2020. Ouais. Il a vraiment pas attrapé beaucoup de passes, puis c'est pas un gars qui a un burst pour briser des plaqués à la ligne de mêlée, malgré sa grosseur, ce qui est surprenant. C'est pas un gars qui a eu beaucoup de tackles brisés en dedans de la boîte. C'est un gars qui domine des corners, des safeties, parce qu'il est vraiment gros, mais j'ai un peu de doute. Tu sais, Dillon, je l'aimais en 5e ronde, pas en 2e. Tu sais, je le voyais plus comme un backup, un gars qui peut complémenter un speed back ou un Devin Singletary, genre. Mais je vois pas comme un gars qui peut vraiment avoir le ballon 25 fois par game et être super productif avec ça. Là. Donc, si j'ai Aaron Jones dans mon dynastie, je peux respirer tranquille. Pour cette année, je pense que oui. Yes! Hey, ça fait le tour. Fait qu'une belle heure parler de nos recrues. Donc, je vais bien entendu faire un mock draft Dynasty Rookie Only de 3 rondes, comme j'avais fait l'année passée. Puis l'année passée, je l'ai fait tout seul, mais c'est sûr que c'est plate, tout seul, hein, en confinement, je t'en ai d'être tout seul. Fait que je vous invite à le faire avec moi. On en jasera off the record. Mais d'ici là, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube maintenant. On est quand même assez actifs sur YouTube. Je vais même... je sais pas quand ça va sortir, là, mais je vais faire un test. Là. Je vais essayer de mettre ce podcast-là sur YouTube avec des images qui changent. Pas toujours le même. Mais bon, ça se peut que ça arrive juste dans 2 semaines. Fait que d'ici là, bonne semaine. Puis Dion, je sais pas si tu veux plugger votre podcast NCA que vous allez faire un peu plus tard cette semaine. Ouais, si vous nous écoutez encore. On va faire de quoi, sûrement jeudi, vendredi, poster ça en début de semaine. Là. Un gros comeback sur le draft. Rire un peu du draft de la marde des Patriots, ça va faire du bien. Des Packers. Ouais. Puis, salut tout le monde, à la prochaine. Ciao. Salut.